une vidéo pour expliquer la démonstration un petit peu compliquée, voire même compliquée, pour démontrer donc l'équation de la trajectoire d'un projectile lancé dans un champ de pesanteur uniforme au travers d'un exercice. Donc, en fait, dans le contexte de l'exercice, on nous explique que Roméo lance un caillou vers la fenêtre de Juliette. Voilà, et on détermine l'équation de la trajectoire pour voir si le caillou atteint la fenêtre. Bon, en fait, tout ce contexte peut se résumer à ce schéma-là. Comme souvent en physique, une bonne résolution commence par un bon schéma. Donc, on considère un repère OXY avec des vecteurs unitaires petit i, petit j. On jette, donc Roméo jette le caillou d'une hauteur h. Hauteur h, donc ce qui fait que le caillou, il a pour position initiale, pour coordonnée initiale 0, h. Voilà, la coordonnée initiale du vecteur position OGI, c'est 0, h plus h. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur position initiale de la position initiale de la pierre. Et un deuxième vecteur qui est important, c'est le vecteur vitesse initiale, qu'on appelle VI ici, qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Tout ça se produit dans un champ de pesanteur uniforme vecteur petit g. Le vecteur uniforme, ça veut dire que le vecteur g est le même partout en direction sans ces valeurs. Voilà, je vous rappelle que petit g, c'est une constante. La norme de petit g vaut 9,8. On va considérer que ça vaut 9,8 mètres secondes moins 2. C'est homogène à une accélération. On l'appelle aussi l'accélération de la pesanteur. Donc, le raisonnement démarre par la définition de plusieurs choses. Le système étudié, qu'est-ce qu'on étudie? Le caillou, qu'on considère comme de dimension très petite, donc comme ponctuel. On étudie le mouvement du caillou dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen pour pouvoir appliquer la seconde loi de Newton. On fait un bilan des forces et on considère que le caillou n'est soumis qu'à son poids. Nous, à notre niveau de terminale, on ne sait résoudre que la seconde loi de Newton ici que si n'est soumis qu'à son poids. S'il y a des forces de frottement, ça complique les choses. Donc, il n'est soumis qu'à son poids, il est donc en chute libre. Voilà. Alors, est-ce que c'est raisonnable? On jette un petit caillou de forme relativement aérodynamique sur une distance, donc la durée de parcours est assez courte. C'est assez raisonnable de considérer, de négliger les forces de frottement. Raisonnable. Voilà, si on voulait affiner le raisonnement, il faudrait rajouter des forces de frottement, mais ça, du coup, le raisonnement est plus compliqué. J'applique la seconde loi de Newton au système étudié. Voilà, seconde loi de Newton, il faut la connaître parfaitement. La somme des forces, la somme vectorielle, ça c'est le signe somme. La somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié est égale à la masse du système étudié, c'est le caillou. Attention ici, c'est la masse du système qu'on étudie, fois le vecteur accélération du système étudié, c'est-à-dire du caillou, de son centre d'inertie plus précisément, son centre de masse. Énoncé très général. Donc cet énoncé relie les vecteurs force au vecteur accélération. Je vous rappelle la démarche qu'il faut avoir en tête. Cette démarche, il faut, à mon avis, c'est une bonne idée de la connaître par cœur. On applique la seconde loi de Newton. Ça nous permet de connaître les coordonnées du vecteur accélération, connaissant les forces. Après, on détermine les coordonnées du vecteur vitesse en utilisant la relation entre vecteur accélération et le vecteur vitesse, c'est la notion de la dérivée. Et ensuite, on détermine les coordonnées du vecteur position, xy, c'est vx, vy, en utilisant la définition, la relation entre vecteur vitesse et vecteur position. Vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Voilà, résumé rapide. J'applique la seconde loi de Newton, connaissant les forces qui s'exercent sur le système étudié.
je trouve les coordonnées du vecteur accélération, puis les coordonnées du vecteur vitesse, puis les coordonnées du vecteur position. Et connaissant les coordonnées du vecteur position, qui seront les équations horaires du mouvement, après je peux en déduire l'équation de la trajectoire. Bon, on va faire tout ça. Donc, la seconde loi de Newton, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié est égale à la masse du système étudié fois le vecteur accélération. Dans la situation qui nous intéresse, il n'y a qu'une force, le poids. Attention, le vecteur poids, je suis en vecteur là, vecteur force, le poids. Il n'y en a qu'une, le poids. Donc, masse au vecteur accélération. Le vecteur poids, c'est M vecteur G, G champ de pesanteur. Ça, il faut le connaître par cœur. Vecteur P, c'est M vecteur G, qui donc est égal à M vecteur accélération, par application de la seconde loi de Newton. La masse du caillou se simplifie du problème, parce que je l'ai des deux côtés, se simplifie. Donc le vecteur accélération du caillou ne dépend plus de la masse du caillou. Donc j'aboutis à la relation assez simple qui est le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Mon but, c'est de trouver les coordonnées du vecteur accélération. Pour trouver les coordonnées du vecteur accélération, il faut que je trouve les coordonnées du vecteur G. Le vecteur G, il est comment? Il est vertical vers le bas. Alors là, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite pour trouver les coordonnées de vecteur dans un repère. Il est vertical. Donc, il est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc, la coordonnée sur l'axe des abscisses, elle est nulle. Il est parallèle à l'axe des ordonnées, mais de sens contraire. Donc, sa coordonnée, c'est moins, parce que sens contraire au vecteur J, c'est moins sa norme, c'est-à-dire moins G. Écrit encore différemment, vecteur G, c'est moins G, vecteur J. Voilà. Écrire que le vecteur G a pour coordonnée 0, moins G, c'est équivalent à dire que vecteur G, c'est moins G, vecteur J. Alors, comme le vecteur accélération, c'est égal à vecteur G, champ de pesanteur, et que j'ai trouvé les coordonnées du vecteur G, j'ai donc trouvé les coordonnées du vecteur accélération. Voilà. Je pourrais rajouter, ça ne coûte rien, plus 0 vecteur I, ça fait 0. Pour bien montrer que la coordonnée suivant I, elle est nulle, c'est-à-dire sur mon axe des X, et la coordonnée suivant l'axe des Y, donc suivant petit vecteur unitaire J, elle vaut moins G. Avec toujours à l'esprit, G, c'est une constante. Bon, tout à l'heure, j'ai dit 9,8 et après, j'ai dit 9,81. Donc, on va être cohérent, on va prendre 9,81 à chaque fois. Voilà. Donc là, j'ai trouvé par application de la seconde loi de Newton les coordonnées de vecteur accélération, AGX, AGY. Ce qui est compliqué ici, c'est qu'on a besoin de deux coordonnées pour décrire les vecteurs. Parce que le mouvement se fait suivant dans le plan. Donc, il nous faut deux coordonnées. Je sais par cœur que le vecteur accélération, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc, cette relation entre vecteurs, ce n'est pas celle-là vraiment qu'on utilise, mais c'est la relation entre coordonnées. Cette relation vectorielle implique deux relations entre coordonnées. C'est vrai sur les x et c'est vrai sur les y. AGX, c'est la dérivée de la coordonnée de la vitesse suivant l'axe des x par rapport au temps. Je vous rappelle que d de VGX sur dt, ça veut dire la dérivée, il faut voir tout ça comme un ensemble, la dérivée de Vx par rapport au temps, pas sur le temps, la dérivée de Vx par rapport au temps. Alors, en connaissant, on l'a déterminé précisément, AGX 0, AGY moins petit g. Toujours bien à l'esprit de bien avoir intérêt qui sont les variables, qui sont les constantes. VGX variable, le temps variable, G constante. La dérivée de Vx, je vais l'appeler Vx pour simplifier, la dérivée de Vx par rapport au temps, elle vaut 0. Quelle est la fonction quand je la dérive? Elle donne 0. Mais c'est une constante. La fonction, c'est donc une constante que je vais appeler K1. Quand je dérive K1 par rapport au temps, ça fait bien 0. Donc je retrouve bien ce que j'ai ici. Attention, plus difficile. J'ai la fonction dérivée qui est égale à moins une constante. Quand j'intègre, en fait, c'est l'opération d'intégration, j'intègre par rapport au temps. Ça me donne une fonction affine, parce que la dérivée d'une fonction affine me donne une constante.
J'ai toujours une constante qui se traite mal, la constante d'intégration K2 là. Je dérive K2, ça me fait 0. Je dérive moins GT, ça me donne la constante qui est devant la variable T, donc moins G. Donc je retrouve bien que la dérivée, c'est moins G de VY. Il reste à déterminer les constantes K1 et K2. Elles sont déterminées par les conditions initiales, attention, sur la vitesse, sur le vecteur vitesse. Donc là, il faut que je regarde la vitesse initiale. Qu'est-ce qui se passe pour le vecteur vitesse initial? Donc je reviens au schéma de départ. Le vecteur VI, il est comme ça. Il fait un certain angle alpha par rapport à l'horizontale. Il faut avoir en tête que la norme de VI, c'est une constante et que je la connais. Alpha, c'est une constante, je la connais aussi. Donc, je vais tout exprimer en fonction de VI, la norme de VI que je peux noter de façon simplifiée, VI comme ça tout simplement, et alpha. Voilà, donc le vecteur VI, il a deux coordonnées. Le vecteur vitesse initiale VI, il a deux coordonnées. Sur l'axe des X, sur l'axe des Y. Pour trouver les coordonnées, je prends la pointe de la flèche, je projette sur l'axe des X, qui est cet axe-là, en fait, c'est l'axe parallèle. Donc ça correspond en fait à la coordonnée du vecteur vitesse initiale sur un axe des X. Pareil sur Y, ça correspond à la coordonnée du vecteur vitesse initiale sur l'axe des Y. Je vois des jolis triangles rectangles là. Je vois des jolis, change de couleur. Je vois des triangles rectangles ici. Voilà. J'ai bien en tête que ça, c'est l'hypoténuse, c'est connu. Alpha, c'est connu. Qu'est-ce que je cherche à trouver les coordonnées du vecteur vitesse initiale, VGX. Je connais l'angle, je connais l'hypoténuse, je cherche le côté adjacent. Ah là, ça doit faire tilde dans le cerveau. Côté adjacent, hypoténuse. Cosinus. Cosinus et côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle, c'est VGX initial. Et l'hypoténuse, c'est VI. J'isole donc VGX initial. Pareil dans l'autre triangle rectangle, dans celui-ci là. Voilà, sauf que là, l'angle alpha, il est là. L'angle alpha, je le retrouve ici. Angle alterne interne, comme on dit. J'ai deux droites parallèles. Voilà, donc je vais essayer de m'appliquer quand même. J'ai ce parallèle. J'ai deux droites parallèles, c'est les deux que je viens de faire. Je coupe les deux parallèles, mais l'angle ici se retrouve ici, angle alterne interne. Voilà, comme vous dites au collège. Donc l'angle alpha, il est là. Donc là, c'est le sinus que je dois utiliser. Et par un raisonnement analogue, je trouve la coordonnée du vecteur vitesse initiale suivant l'axe des Y. Donc mon but là, de tout ça, là, c'est un peu compliqué ici, là, c'est de trouver K1 et K2. Ce que j'ai dit ici, c'est valable quel que soit T. Donc notamment, c'est valable à T égale à 0 à l'instant initial. Pour trouver les constantes K1 et K2, les constantes d'intégration, je me place à l'instant initial. À T égale à 0, eh bien ça, c'est égal à K1. J'ai réécrit là. J'étais peut-être un peu vite ici. Ouais. À T égale à 0, VGX I, il vaut K1, puisqu'il est constant quel que soit T. Et j'ai démontré avec la démonstration des triangles rectangles là, que VGX, il est aussi égal à VI cos alpha. Donc j'ai démontré que K1 est égal à VI cos alpha. C'est pour ça qu'ici, je remplace K1 par VI cos alpha. Et par un raisonnement analogue, je peux montrer que K2 il est égal à VI sinus alpha. C'est pas fini. Là, maintenant, il me faut trouver les coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire x, y. Ne confondez pas Vx, Vy, coordonnées du vecteur vitesse, avec x, y, coordonnées de la position, vecteur position. Je fais un raisonnement tout à fait analogue. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc, les coordonnées de la vitesse, c'est les coordonnées du vecteur position. Autrement dit, Vx, c'est dx sur dt. Vy, c'est dy sur dt. Attention, je dérive x par rapport au temps.
Là, on est en physique. Donc là, on parle de choses concrètes. X, l'abscisse du caillou. T, le temps. J'utilise ce qui a été trouvé dans la question, dans le raisonnement d'avant. VGX, je sais ce que ça vaut. VY, je sais ce que ça vaut. Je remplace ici. Donc, je remplace là. J'ai toujours à l'esprit qui sont les variables, qui sont les constantes. X, variable. T, variable. VI, constante. Alpha, constante. G, constante. T, variable. Bon, VI, je me répète, constante. Alpha, constante. Y, variable. T, variable. Sinon, on ne comprend absolument rien à ce qu'on fait. Et je fais la même chose, j'intègre. Ça, c'est une constante. VI cos alpha. Donc, la fonction intégrée, c'est une fonction affine. VI cos alpha de t, j'intègre par rapport au temps. Voilà. J'intègre pas par rapport à x, c'est ça qui est compliqué. J'intègre par rapport au temps. Donc, l'abscisse dépend du temps, mais elle dépend du temps selon la fonction mathématique et celle-ci. Une nouvelle constante apparaît, K3. Pour y de t, c'est pareil. C'est un peu plus compliqué encore. Là, j'ai une fonction affine. La dérivée de y, c'est une fonction affine. Quelle est la fonction quand je la dérive? Ça donne une fonction affine. Eh bien, c'est une fonction polynôme de second degré. Alors, attention, il y a un gros point difficile là, c'est le 1 demi là. Donc, en fait, je refais le raisonnement à l'envers, j'ai trouvé ma fonction y de t, et je vérifie en la dérivant que j'obtiens bien la fonction annoncée. Je dérive K4, ça fait 0. Donc, c'est normal, K4 n'apparaît plus ici. Je dérive VI sinus alpha de t par rapport au temps. Je dérive VI sinus alpha de t par rapport au temps. Le par rapport au temps est crucial dans la compréhension. Eh bien, ça fait VI sinus alpha. Je dérive t carré, ça fait 2t. Et comme j'ai moins g sur 2 devant, donc ça fait moins g sur 2 devant, et je dérive t carré qui donne 2t. Le d se simplifie et je retrouve bien moins gt. Donc mon intégration est correcte. Reste à déterminer K3 et K4, des constantes en se plaçant à l'instant initial. Attention sur la position du caillou. Pas sur le vecteur position. Pardon, pas sur le vecteur vitesse, mais sur le vecteur position, justement. Parce que là, je m'intéresse à la position du caillou et pas à la vitesse. Le caillou, initialement, il est là. Ses coordonnées initiales sont 0 plus h, on l'a déjà dit. Donc, par raisonnement analogue, je trouve que K3 vaut 0 et que K4 vaut h. Et tout ça, on remet tout ça ici en remplaçant par les constantes K3, K4, et je trouve x de t, y de t qui sont les équations horaires du mouvement. Comment on varie l'abscisse et l'ordonnée du caillou en fonction du temps. Et ça, c'est valable quel que soit t. C'est pas tout à fait fini. C'est long, la démonstration. Bon, c'est toujours la même. Hein. Mais elle n'est pas facile du tout. Hein. Je veux trouver l'équation de la trajectoire. Donc, je dois savoir par cœur que l'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Donc, il faut que j'élimine deux temps. Il faut que j'élimine le temps des équations. Des deux équations, il faut que j'élimine le temps. Pour ne plus avoir qu'une équation avec y d'un côté en fonction de x. Voilà, c'est par substitution, ça se voit assez bien. J'isole t ici dans la première. Je fais passer donc VI cos alpha de l'autre côté. Donc ça me donne ça. Et je réinjecte le temps que je viens de trouver l'expression du temps dans la B là. Je l'ai appelé A et B, pas 1 et 2. Donc dans A, j'isole le temps et je réinjecte l'expression du temps avec X dans la deuxième. Ça me donne ça. Je réarrange tout ça. Ça me donne une équation du second degré, un polynôme du second degré, ce qui géométriquement donne l'équation d'une parabole. L'équation de la trajectoire qui est en fait une parabole parce que c'est une équation
polynôme de second degré. Une fonction polynôme de second degré. Variable y, x variable. En revanche, les constantes sont h, alpha, g, vi, donc alpha. Voilà. Absolument indispensable de comprendre qui sont les variables, qui sont les constantes, sinon c'est incompréhensible. Voilà. Et attention, on n'est pas en mathématiques, donc le x, il a une signification bien précise, c'est l'abscisse. Voilà, après, la dernière question, c'était est-ce qu'il touche le caillou, est-ce qu'il touche la fenêtre avec le caillou? Bon, c'était surtout la démonstration de l'équation de la trajectoire qu'il faut parfaitement maîtriser. Et c'est pas si simple, il faut faire, et oui, il faut faire tout ça, et il faut le faire tout seul. Donc pas facile du tout. Voilà pour cette démonstration.